nous trompe sur l'échec de tous les autres. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui l'Égypte aller vers un processus qui est une réussite. L'armée tient les rênes du pays. Et ce qui est en train de se passer, je veux dire, ce sont des choses qui sont tout à fait qu'il est tout à fait nécessaire d'analyser dans les dynamiques internes. Alors, premier élément, donc, comment nomme-t-on les choses? Moi, je mets des questions sur le caractère positif. Le caractère totalement sui generis, ça viendrait de nulle part, le peuple s'est soulevé, ça n'est pas vrai, ça n'est pas confirmé par les faits. Et donc, toute la question est de savoir comment, entre ce qui a été planifié et ce qui n'est pas contrôlé, nous pouvons accompagner les peuples à se libérer. Ça, c'est là où je me situe. Premier élément. Deuxième, ça, c'est les deux premiers éléments. Troisième élément qui est important, c'est ce que j'essaie de faire dans le chapitre 3, la troisième partie et la quatrième partie de l'ouvrage, c'est d'essayer de dire, essayons de poser les vraies questions, essayons d'analyser les choses sur le jeu d'échecs. Première des choses, c'est que autant le caractère singulier de l'expérience tunisienne, avec des gens qui, au niveau de la Tunisie, on avait des acteurs particulièrement intelligents. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné les élections, ce sont ceux qui, dès le départ, avaient des deux côtés de la polarisation décidé qu'il ne fallait pas tomber dans la polarisation. C'est-à-dire Moncef Marzouki et les partis laïcs, entre guillemets, qui disaient « nous ne pouvons pas y arriver si nous n'entrons pas en collaboration avec les islamistes ». Et les islamistes qui disaient « nous n'irons pas tout seuls, mais nous irons avec des partenaires ». C'est les deux partis, enfin, ils sont trois, mais c'est les deux tendances qui ont gagné dans la population. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne tombent pas dans la polarisation laïque contre islamiste, et ils posent des questions sur le fait social, c'est-à-dire quelles sont les priorités. Ça, c'est extrêmement intéressant, mais pourquoi? Parce qu'on a, encore une fois, des deux côtés du pôle de la polarisation, des personnes qui ont une intelligence politique dont on ne peut pas ne pas reconnaître la qualité. Alors après, on peut être d'accord ou pas avec Rached El Rannouchi et l'ensemble d'Ennahda, on ne peut pas ne pas reconnaître le pragmatisme qu'il y a dans ce mouvement depuis 20 ans et l'évolution de la pensée. Et puis d'un autre côté, on peut ou pas être d'accord avec Moncef Marzouki, mais personne ne peut remettre en cause la crédibilité morale de l'homme. Et la première des choses qu'il fait quand il est président, il dit « ce salaire-là, j'en veux pas, c'est beaucoup trop, qu'on donnera ça aux pauvres ». Mais ça, il ne le fait pas pour la galerie. C'est un homme qui, en termes de crédibilité, en termes de morale politique, personne ne peut lui remettre ça en cause. Et l'homme réussit à entrer dans une collaboration. Ensuite, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il est certain que là, quelque chose est en train de se passer qui va vers une transparence de démocratie. Alors ensuite, après, on peut continuer à dire « Ah, mais on a entendu qu'ils allaient réintégrer la polygamie », enfin tout ce discours qui reste sur ces faits-là. Ça, je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on regarde effectivement qu'est-ce que cette collaboration va rendre possible au-delà de la polarisation. Alors la polarisation laïque islamiste, elle n'est pas simplement imposée par l'Occident, comme certains le disent. Et on dit, quand on est ici en France ou quand on est en Europe, regardez comme vous regardez le monde arabe, c'est vous nous avez vendu pendant des années, si ce n'est pas le dictateur, c'est les islamistes, donc mieux vaut le dictateur que les islamistes. Ça, c'est Abdelwahab Meden. Et mieux vaut, c'est pas le seul, une quantité d'intellectuels qui nous ont vendu ça. Et tout à coup, maintenant, ce sont des démocrates, soutien des jeunes et des femmes, et ils étaient avec le peuple. Il y en a toujours qui ont un train de retard et qui aimeraient nous faire oublier ce qu'ils furent quand ils étaient du côté des dictatures. Donc, là, je pense qu'il faut qu'on observe ceci, mais qu'on ne s'illusionne pas sur le fait qu'il y a un caractère tout à fait singulier de la Tunisie, quelque chose peut se passer, et qui sera peut-être, de ce point de vue-là, à comparer. Ce sera peut-être le seul pays qu'on pourra comparer avec l'expérience turque. Pourquoi? Parce que l'expérience turque, rappelez-vous, il y a 10 ans, on disait d'Erdogan, attention, c'est un islamiste. Et on s'est trompé sur Erdogan. C'est-à-dire qu'on s'est trompé parce que le grand problème d'Erdogan, celui que moi, quand on vient me dire « Ah oui, mais vous semblez être complètement amoureux du modèle turc », je veux dire, il y en a qui ne me lisent pas beaucoup de ce point de vue-là. Je reconnais la qualité intellectuelle et le caractère visionnaire du gouvernement turc actuel. Abdullah Gül, Erdogan est celui qui est sans doute le plus brillant
de sa génération en matière politique, qui s'appelle Ahmad Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères, sont des gens qui ont une vision, c'est une certitude, et qui ont une vision qui part d'un passif et d'une culture islamiste, c'est certain. Leur mentor au départ, c'est Erbakan. Mais la grande différence entre Erdogan et Erbakan, ce n'est pas simplement à un moment donné d'avoir dit on arrête la vision vers l'Est et puis on se tourne vers l'Europe, ça c'est une réalité. L'acceptation de la laïcité sans contestation, c'est une réalité. Et puis de travailler de l'intérieur. L'intelligence d'Erdogan, c'est d'avoir utilisé l'Europe contre son armée. C'est-à-dire de dire à son armée, ben avec vous derrière, on ne peut pas entrer. Donc il faut qu'on accepte les règles européennes et que vous rentriez dans vos casernes. Il a utilisé l'Europe contre l'armée, c'est-à-dire utiliser les conditions européennes contre le diktat de l'armée et cette espèce de chape. Et il a fait évoluer les choses. Vous avez vu que dans les dernières années, il a fait évoluer les choses. Mais la vraie question sur le rapport à la Turquie n'est pas politique. Souvenez-vous, Erbakan, et je le dis dans le livre, au milieu des années 90, il a une intuition qui est de dire l'enjeu n'est pas politique, l'enjeu est économique. Il faut faire face au G8 par un D8. Et le D8, c'est l'alliance des sociétés majoritairement musulmanes d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il veut lier l'Iran, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, l'Égypte. Il veut faire un contrepoids économique. Et ça, c'est non. C'est-à-dire que l'islamisme n'est soluble dans l'ordre économique dominant que s'il en accepte les termes. Aucun problème avec l'islamisme séoudien, puisqu'il est complètement dans l'ordre économique et qu'il l'accepte. Ce que Erdogan ne fait plus, c'est qu'il se décentre de cette idée d'une relation avec le monde arabo-musulman et qu'il intègre l'ordre économique tel qu'il est aujourd'hui en faisant un degré de croissance, un des meilleurs pays européens, à 9,8% de croissance annuelle. Extraordinaire. Ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'en même temps qu'on voit ça et qu'on voit quelqu'un qui réintègre la communauté internationale et dont on dit « Ah ben, c'était quand même pas un si dangereux islamiste », certes, il est conservateur, mais ça ne nous dérange pas d'être conservateur sur le plan privé tant qu'il est libéral économiquement. Ben oui, vous pouvez être... oui. Ça, on le sait aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que malgré tout, il faut aller plus loin dans l'analyse de la Turquie parce que le pays, avec cette capacité économique, est en train aussi, lui, de se déplacer. Vous l'avez sans doute entendu, dans les 5 dernières années, une politique du zéro conflit aux frontières. On ne veut plus de conflits aux frontières. Donc on arrête tous les conflits aux frontières et on investit dans les relations internationales. 35 ambassades ouvertes en Afrique, une nouvelle présence en Afrique, de nouvelles relations avec l'Iran, avec l'Amérique du Sud, avec la Chine, déplacement sur l'Est, déplacement sur le Sud. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire ça n'est plus frontal, mais c'est pensé. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vision du déplacement du centre de gravité Occident-Islam dans l'approche d'Erdogan, mais toujours dans le contexte de l'économie dominante, mais dans la multipolarité. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est pour ça, contrairement à ce qu'on a dit, faites attention à ça, on a dit à un moment donné, Erdogan commence à sortir du concert des nations quand il a pris position sur Israël. D'ailleurs, ça a été assez extraordinaire, l'habileté avec laquelle Erdogan est devenu le chantre de la question palestinienne. Il a suffi de 2 minutes 30 à Davos. Oui, il continue les relations économiques à ce moment-là, il continue la collaboration, mais il se lève et il sort. Puis ensuite, il évolue, et puis il demande des excuses, il dit tant que vous ne vous excusez pas. Donc il prend une position ferme. Il a fait, de ce point de vue-là, il a un capital de crédibilité sur la question palestinienne qu'aucun leader arabe ou dans des sociétés majoritairement musulmanes n'a. Juste sur donc là, il faut reconnaître qu'il y a ceci, et en même temps, sa nouvelle politique internationale, aussi en Europe de l'Est, fait qu'il y a quelque chose qu'il faut considérer. Alors, pour moi, ça n'est pas un modèle, mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, et on pourrait s'apercevoir que les islamistes d'Ennahda, dans leur collaboration avec les laïcs
en Tunisie suivent un peu cette voie-là d'acceptation de l'économie de marché. Ils ont d'ailleurs tout de suite annoncé qu'ils collaboreraient avec la Banque mondiale, qu'ils collaboreraient avec le Fonds monétaire international et qu'ils acceptaient même les fonds qui venaient des Américains, puisque vous savez, vous vous souvenez du discours de Barack Obama en Égypte. Non, c'est pas en Égypte, quand il était à Washington, où pendant la moitié de son discours, il parle des peuples, et dans la deuxième moitié de son discours, il annonce qu'ils vont mettre des milliards, c'est-à-dire des démocraties qui se libèrent d'un point de vue politique, mais qui restent sous contrôle économique. C'était aussi ça qu'il fallait déterminer.